Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop CC. J'espère que ma voix est pas bizarre, ça devrait passer aujourd'hui, c'est juste une petite fin de rhume, donc j'ai attendu un peu avant d'enregistrer de nouveaux tutos. On va parler des performances de Photoshop CC 2018, de Photoshop en général. Vous pouvez retrouver ma formation complète sur tuto.com, vous la trouverez dans formation complète populaire, ici Photoshop CC 2017, la formation complète. C'est une formation de presque 20 heures sur tout Photoshop de A à Z, pour ceux qui veulent vraiment apprendre Photoshop et savoir s'en servir et le connaître sur le bout des doigts. Évidemment, ensuite, il suffit de me contacter sur le salon d'entraide si vous avez des questions, puisque ça demande naturellement de la pratique. Donc ici, on va parler des performances. Donc, vous l'avez peut-être vu sur la vignette, c'est pas sur cette vidéo qu'on va faire un spectaculaire avant-après avec une image de folie. On va vraiment parler un peu du moteur de Photoshop et des performances en général. Donc, ça va être un sujet un peu plus geek que d'habitude. Mais c'est important puisque, évidemment, on veut tous avoir un Photoshop qui rame pas, qui marche bien et qui tire le meilleur parti de notre machine. Donc si vous avez une petite machine, vous voulez pas que ça rame, vous essayez de trouver un moyen pour que ça rame le moins possible. Si vous avez une très bonne machine, bah, vous voulez que l'argent que vous avez mis dans cette bonne machine, ça se traduise par du concret, en l'occurrence par de la rapidité en général. Donc là j'ai Photoshop CC 2018, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, c'est la dernière version en date, c'est la dernière version patchée aussi. Mais les notions que je vais aborder ici sont vraiment très généralistes. On va pas se baser sur un truc qui a été résolu hier. Donc c'est vraiment ce qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de Photoshop, quelle que soit votre version. C'est-à-dire que je vais dire des choses qui probablement vont s'appliquer jusqu'à même avant Photoshop CC, CS6, pour ceux qui sont encore sur CS6. Donc quand vous démarrez Photoshop, vous avez les fichiers récents qui s'affichent. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller évidemment dans les préférences. Donc je vais évidemment faire des parallèles, enfin en tout cas des précisions plutôt, entre la version Mac et la version Windows, donc les deux sont optimisés. On n'a pas le code source, donc on ne sait pas à quel point, mais on est obligé de croire Adobe sur parole. Les vieilles légendes qui disent que les applications Adobe sont plus optimisées sur Mac que sur PC, ça date vraiment d'une époque qui est révolue. Les clichés ont la vie dure, hein, avec la guéguerre Mac-PC. Là, je suis sur un iMac 27 pouces, j'ai un PC aussi à la maison, qui tourne sur Ryzen 1600, donc un PC assez récent que j'ai monté moi-même, et mon portable c'est un Dell XPS 13, donc j'utilise vraiment les deux, mais là j'enregistre ce tuto sur Mac parce que c'est plus pratique avec ScreenFlow, mais j'ai enregistré aussi des tonnes de tutos sur Windows 10 que j'adore, pour ceux qui ont vu d'autres de mes tutos. Donc on va aller dans les préférences. Évidemment sur Mac ça va être dans Photoshop CC préférences, et pour Windows 10 ce sera dans édition préférences, puisqu'il n'y a pas de barre de menu en haut comme le Finder. Donc il y a deux onglets qui sont importants, enfin deux sections. Évidemment performance forcément, puisque son nom l'indique, et disque de travail. Alors en fait, le premier truc important, c'est évidemment la gestion de la mémoire vive. On va pas enforcer des portes ouvertes, à savoir plus vous avez de mémoire vive, mieux c'est. Il y a quand même un stade où avoir énormément de mémoire vive ne sert à rien. Mais comme malheureusement la plupart des machines, en particulier chez Apple, ne nous laissent plus faire évoluer la RAM, je pense notamment au nouvel iMac Pro qui, malgré un prix délirant, on peut pas changer la RAM soi-même en tout cas, hein. C'est-à-dire que si on la ramène à l'Apple Store, on a la possibilité d'accéder, enfin ils ont la possibilité d'accéder au slot de mémoire, mais pas vous, parce que si vous le démontez, vous perdrez la garantie. Sur l'iMac 27 pouces, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est toujours possible, avec la petite trappe qui est derrière. Sur toutes les autres machines vendues par Apple, il me semble que tout est soudé de base. Donc en gros, votre choix de RAM à l'achat est très important. Évidemment sur PC, c'est plus ou moins le cas suivant les fabricants. Par exemple, mon Dell XPS 13, la RAM est soudée. Sur le Dell XPS 15, le modèle 15 pouces, outre que pour le même prix, vous avez des performances supérieures à un MacBook Pro 15 pouces, vous avez aussi la possibilité de faire évoluer la RAM avec deux slots accessibles en plus du slot de SSD. Donc voilà, en fonction des constructeurs, c'est vraiment très différent. On va pas rentrer dans la guéguerre habituelle, mais il faut avouer que pour tout ce qui est performance sur la durée et donc évolution de la machine, bon franchement c'est très difficile de défendre Apple là-dessus. Je suis obligé d'en parler parce que je sais que beaucoup de gens qui utilisent la suite Adobe sont quand même souvent ou chez Apple ou sur PC, donc il faut faire le distinguo puisque c'est pas du tout le même son de cloche. À l'heure actuelle, voilà, chez Apple, c'est plutôt difficile de faire évoluer les machines au niveau de la RAM puisque c'est très souvent soudé. Mais malheureusement, les fabricants PC prennent aussi ce pli, cette direction pour rendre les machines plus fines et plus légères. Même si le Dell XPS 15 par exemple est aussi léger que le MacBook Pro et pourtant permet quand même de changer plus de choses. Bref,
Ici, c'est une machine avec 16 Go de RAM qui peut en accepter jusqu'à 64. La question, c'est est-ce que vous avez besoin de plus de 16? Eh bien, je dirais, à l'avenir, au-delà de 2018, on va finir par avoir besoin de plus de 16. Pour l'instant, 16, c'est quand même un bon quota. Si vous devez acheter une machine aujourd'hui, en 2018, pardon, j'ai pensé à 16, je mettrais plutôt mes billes sur du 32. Voilà, si vous devez acheter une station de travail et que vous pouvez pas faire évoluer la RAM, mettez-en plus que 16 parce que dans 3-4 ans, probablement, ça vous servira. Comme à l'époque, moi, j'avais un MacBook Pro de 8 Go en RAM que je ne pouvais pas faire évoluer, donc un MacBook Pro de 2012, j'ai dû le vendre parce que 8 Go aujourd'hui c'est plus possible quand on travaille sur de très grosses images ou quand on travaille sur de très gros documents nombreux en même temps. Donc ici il vaut mieux laisser la RAM être utilisée par Photoshop à sa façon. Vous pouvez néanmoins, si vous faites vraiment du monotâche, venir dire ici tu vas prendre plus que 70%, mais faites gaffe si vous lui donnez vraiment 90% et le reste pour le système. Ne vous amusez pas à démarrer en même temps InDesign, Illustrator, etc., avoir Slack qui tourne. Et il y a un truc qu'on oublie très souvent, et qui est extrêmement gourmand en matière de RAM, c'est les navigateurs en fait, en particulier Chrome, mais bon, Firefox c'est pareil, Safari c'est pareil, même si Safari sur Mac est évidemment plus optimisé. Chrome est extrêmement glouton en ce qui concerne la RAM. Si vous êtes assez peu ordonné, que vous travaillez avec toujours en arrière-plan des tonnes d'onglets, il faut vraiment prendre l'habitude de les fermer parce que ça consomme à bloc de RAM. Donc si vous faites de la retouche de grosses photos et que vous avez perdu sur vos 16 Go 4 Go parce que vous avez 15 onglets d'ouvert, c'est franchement un peu idiot quoi. Ensuite il y a un truc auquel on s'intéresse pas beaucoup, c'est historique et cache. Et ça c'est assez important parce que en gros la RAM est gérée différemment selon que l'on travaille sur de nombreux petits documents, comme par exemple la conception web et l'interface utilisateur, quand on a plein de petites pages et de petites PSD ouvertes avec des icônes, des pictos, ou que l'on a plusieurs pages ouvertes, ou que l'on travaille sur genre un très gros tirage. Évidemment le truc à déconseiller c'est d'avoir de nombreux documents très très gros, où là forcément vous mettez votre machine à genoux. Et là, pour le coup, 32 voire 64 Go de RAM, ce serait intéressant. Donc, suivant que vous êtes designer, graphic designer ou retouche photo avec un but de tirage print, vous n'aurez pas déjà la même optimisation. Donc, par défaut, c'est photo polyvalent. Si vous êtes un graphic designer et que vous passez votre journée à faire des tonnes de pictos, à faire du wireframe, à faire dessiner des maquettes web ou de mobile, prenez plutôt conception web interface utilisateur, c'est-à-dire que le dessin des images à l'écran, le moteur graphique en fait de Photoshop s'optimisera pour plusieurs petits documents plutôt qu'un seul très gros. Si vous travaillez sur des tirages, vous travaillez pour du print, vous travaillez dans une imprimerie, vous travaillez pour des imprimeurs, ou vous travaillez sur des photos qui vont être imprimées en galerie, je sais que mon audience est vraiment très différente, donc je suis obligé de parler de tous les cas. Prenez plutôt cette option de dimension de pixels immense. Alors je sais que c'est un peu, c'est un peu le grand écart. Moi je le laisse par défaut parce que je fais les deux. Je fais du graphic design en bossant pour la com d'Artefix, dont je gère la com visuelle, et en même temps je fais, vous le savez, de la retouche photo. Je fais pas de tirage, mais je travaille mes photos évidemment dans des 24 millions de pixels. Parfois j'utilise d'autres capteurs qui sont plus gros, 28 millions, 46 millions. Donc ça dépend des appareils. Mais je travaille souvent avec des documents assez gros, qui en plus, lorsqu'on utilise des calques de réglage, etc., finissent par être vraiment des documents très très volumineux. Donc en gros, pour moi, l'option par défaut est utile. Sachez que quand vous faites un choix ici, il faut redémarrer Photoshop pour qu'il soit pris en compte. Vous savez que par défaut, maintenant, on a 50 états d'historique, qui sont le nombre de fois où on peut revenir en arrière. Donc avant, c'était 20, et je crois que depuis Photoshop CC 2014, donc depuis l'année 2014, Adobe a estimé que la quantité de RAM dans les machines était maintenant de 8 Go ou supérieure, et que donc on pouvait se permettre d'augmenter les 20 niveaux d'annulation, qui étaient quand même assez peu. Si vous regardez mes tutos de l'époque, je disais franchement 20 c'est pas beaucoup, moi je mettais entre 50 et 200. En estimant qu'au-delà de 200 niveaux en arrière, c'est qu'on a fait une grosse bêtise, et qu'en gros, enfin pas forcément une grosse bêtise, mais en gros vous avez changé d'avis. Si vous avez besoin de revenir plus de 200 fois en arrière sur un travail, c'est que vous prenez une direction complètement différente. Donc faites une autre version de votre PSD, faites une autre version de votre travail, mais clairement vous avez changé d'avis quoi. Vous n'allez pas bosser sur un truc et revenir 200 fois en arrière, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé quoi. Donc je pense que 50 par défaut c'est une bonne idée. Vous pouvez monter à 100, 150 si vous avez vraiment beaucoup d'étapes. Par exemple ceux qui font des pictos ou de l'interface savent qu'il y a plein de petites opérations qui viennent polluer l'historique.
et donc ça peut être utile de pouvoir revenir effectivement plus que 50 fois en arrière. Évidemment, cela a un coût, ce coût c'est la RAM, c'est-à-dire qu'il faut stocker tout ça en mémoire, et donc évidemment, si vous augmentez le nombre d'états d'historique, c'est autant de mémoire qui ne sera pas disponible ni pour le système, ni pour les opérations courantes, puisqu'il faudra stocker ça temporairement. Vous savez que quand vous allez quitter Photoshop, que vous ayez enregistré votre document ou pas, les états d'historique disparaissent. Ils ne sont pas enregistrés dans le PSD, contrairement d'ailleurs à une option d'Affinity Photo qui permet d'enregistrer l'historique dans le fichier. Au prix d'un fichier qui est très gros, certes, mais c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir cette option et de laisser l'utilisateur choisir. Par exemple, vous avez un boulot sur lequel vous voulez pouvoir retracer l'intégralité de ce que vous avez fait pour par exemple faire un making-of, je sais pas, et Affinity donne cette option au prix d'un document très gros, certes, mais c'est le choix, c'est l'utilisateur qui a le choix. Dans Photoshop, on n'a pas le choix. Quand vous quittez Photoshop, tout ce que vous avez fait sur le document, en mémoire vive évidemment, toutes les opérations que vous pouviez annuler jusque-là, après c'est fini, ça a disparu. Quand vous réouvrez votre PSD, vous retrouvez le PSD évidemment dans l'état dans lequel vous l'avez laissé, mais vous pouvez plus revenir en arrière sur ce qu'il y avait avant. Donc voilà pour les états d'historique que moi je laisse à 50. À l'époque je mettais 200, mais finalement maintenant je sais pas si je m'assagis avec le temps, mais je me dis j'ai rarement besoin de revenir finalement 50 fois en arrière, sauf pour le graphic design, voilà. Alors, autre truc hyper important, utiliser un processeur graphique, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant accélérées par le GPU. Quand on va dans paramètres avancés, il y a des options qui sont importantes. Par exemple, l'utilisation d'OpenCL pour tous les nouveaux effets en ce qui concerne la galerie d'effets de flou. Il faut le désactiver si jamais ça... Ils disent en gros si ça déconne, désactivez-le. Évidemment ça va du coup être calculé beaucoup moins vite quand vous allez utiliser un flou de cette galerie. L'autre truc qui est important, c'est utiliser l'accélération GPU du système d'exploitation natif. Alors c'est super barbare, mais quand on voit la petite bulle affichée, on comprend mieux. Ce que ça veut dire, c'est que suivant le système d'exploitation que vous utilisez, vous n'avez pas la même méthode d'accélération matérielle GPU qui est utilisée. Donc vous savez que les méthodes d'accélération, il y en a plein. On pourrait faire, il y a CUDA, il y a OpenCL, il y a OpenGL, il y a DirectX, il y a Metal, qui sont toutes pas exactes, ils font pas exactement la même chose, elles le font pas de la même façon et elles sont pas faites non plus pour les mêmes disciplines. Donc clairement OpenGL et DirectX sont plutôt faits pour la 3D et je schématise beaucoup, hein, mais OpenCL et CUDA sont plutôt faits pour des calculs mathématiques et Metal c'est un peu un mix des deux. Alors en gros, sur cette case à cocher, sur macOS ça va être l'utilisation de Metal, sur Windows ça va être l'utilisation de DirectX. Donc bizarrement, c'est OpenCL qui est utilisé quand on fait la galerie de flou, et c'est ou Metal ou DirectX qui est utilisé pour le reste, notamment pour dessiner l'interface. Alors je sais pas, on n'a pas beaucoup d'informations sur vraiment ce qui se passe en coulisses, donc si jamais quelqu'un de chez Adobe veut bien me donner des infos, ce serait sympa. Mais par exemple quand on fait une rotation du canevas, je sais pas trop ce qui travaille en arrière-plan, donc je dirais que normalement c'est Metal qui le fait sur Mac et c'est DirectX qui le fait sur Windows, et ce n'est pas OpenCL. OpenCL ce n'est que quand l'on applique un flou de la galerie de flou par exemple, et que dans ce cas-là l'opération mathématique est calculée par OpenCL. OpenCL est un standard qui en général, mais c'est encore une fois beaucoup très cliché, ça dépend de quand vous verrez cette vidéo, mais OpenCL a toujours été un peu plus performant sur les cartes AMD, ce qui tombe bien puisque c'est ce qu'il y a par défaut sur Mac, mais évidemment il y en a aussi pour ceux qui les choisissent sur PC, et CUDA n'est disponible que sur les Nvidia. Donc ça dépend comment c'est optimisé aussi, hein. Ça ne veut pas dire qu'OpenCL est en tout point supérieur, mais par exemple c'est assez étonnant parce que sur Adobe, quand on utilise par exemple Media Encoder et Premiere, les rendus qui sont accélérés par CUDA sur une machine où il y a les deux, hein, à performance de carte équivalente, l'algorithme CUDA est en réalité plus rapide. Donc c'est assez difficile de comparer, comme on dit Apple to Apple en anglais, c'est-à-dire de comparer avec vraiment des référentiels égaux, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe de toute façon, on ne sait pas comment ça va optimiser, ni par les drivers sur les cartes graphiques puisqu'on n'a pas les sources, ni par Adobe puisqu'on n'a pas les sources non plus. On ne peut que prendre un chronomètre et mesurer des trucs on ne sait pas trop ce qu'on compare, quoi. Donc c'est vraiment un peu de feeling et d'observation. Les opérations, ce qui est coché par défaut, c'est bien. L'affichage 30 bits, c'est important si vous avez un moniteur haut de gamme qui prend l'affichage en compte ici. Donc normalement ici tout est coché par défaut. Juste retenez une chose, si vous avez des bugs d'affichage, vous pouvez désactiver l'OpenCL ici et vous pouvez désactiver l'utilisation du GPU. Mais dans ce cas-là, il faudra s'attendre à des performances un peu en deçà, notamment quand vous allez par exemple créer un très gros document. Donc je vais prendre ici un document, on va prendre impression, on va faire A4, c'est pas très gros. Mais voilà, quand vous faites une opération style ça, c'est-à-dire en gros une rotation,
Alors vous verrez ce tuto à 30 fps sur tuto.com et je pense probablement à 60 fps sur YouTube, si vous regardez sur YouTube. Donc chez moi c'est très très fluide, c'est vraiment hyper fluide. Donc ça clairement là on l'a vu, c'est la Radeon RX 580 qui travaille, donc qui est largement puissante, assez puissante pour faire ça, c'est quand même une opération de base. Et c'est la première fois, enfin une des premières fois que on retrouve dans une machine Apple une carte assez haut de gamme quand même, puisque la RX 580, enfin haut de gamme, ça va faire marrer les joueurs. Moi aussi je joue, donc évidemment c'est haut de gamme, c'est pas une Titan, c'est pas une 1080 GTX Ti, mais bon, vu l'envolée des prix, ça se comprend. Une RX 580, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est l'équivalent d'une GTX 1060. Donc c'est une bonne carte. En général, Apple a toujours été très chiche avec ses cartes graphiques, ce qui moi m'a toujours un petit peu ulcéré à une époque où le calcul GPU prend beaucoup d'importance dans les performances d'un logiciel. Et surtout sur des machines qui coûtent un bras, il faut pas se leurrer quand même. Donc sur un iMac assez haut de gamme, 27 pouces, mettre ça, c'est quand même assez pertinent. Surtout que la machine reste en permanence silencieuse, donc c'est vraiment très bien. Par contre, sur des portables style MacBook Pro, de mettre une Radeon 560, qui est vraiment, c'est un âne cette carte, ça n'avance pas quoi, c'est vraiment très très lent et ce n'est pas digne d'une machine à 2500 €, alors que sur d'autres machines positionnées assez haut de gamme, stations de travail 15 pouces, qui font le même poids, qui font la même taille, qui ont un écran très bien, etc. On va trouver du 1050, 1050 Ti, voire 1060, voire 1070 chez Gigabyte avec des stations de travail à 2000 € qui vont faire un boulot bien supérieur à MacBook Pro. Mais bon, toujours pareil, avec Apple, vous payez la pomme et vous payez l'utilisation de macOS si vous êtes vraiment anti-Windows. Et je pense que si vous êtes anti-Windows, aussi extrême que ça, c'est probablement pour de mauvaises raisons. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur cet onglet préférences. Donc, vous avez des choses à régler. Voilà, vous avez différents cas. Je sais pas vous ce que vous faites comme métier, mais les options par défaut sont bonnes. Maintenant, vous avez quelques petits trucs à régler suivant, notamment si vous faites entre graphic design et retouche photo, qui sont vraiment des choix qui vont dicter vos préférences. L'autre truc important, c'est le disque de travail. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Ça dépend beaucoup des machines et de la configuration de votre machine. Entre Mac et PC, bon, vous savez que de toute façon, les Macs sont juste des PC en coulisses, c'est les mêmes composants qui sont derrière. Il y a juste un truc. C'est vrai que sur Apple, on a des disques SSD très rapides, et sur l'iMac, on a par défaut le Fusion Drive, qui est une sorte de curiosité qui mélange un SSD avec un disque à plateau, et le système gère tout seul ce qu'il met en priorité sur le SSD, ce qu'il met en priorité sur le stockage lent, qui est un disque à plateau. Donc si je fais ici un Blackmagic Disk Test, on voit qu'en écriture, je suis autour de 700, et en lecture, je vais être probablement à 1 giga, je vais pas dire de bêtises, 1 giga 2, je sais pas, un truc comme ça, on va le laisser finir, boum, voilà, 2 gigas. Donc c'est très rapide, c'est pas mal pour un disque hybride, mais ça dépend évidemment du taux d'occupation du disque dur. C'est-à-dire que si je remplis mon disque, le SSD, là, le disque, clairement en écriture, il se fait sur la partie SSD. Clairement, enfin, avec peut-être un mix des deux, mais clairement sur la partie lecture, on est sur la partie SSD. C'est-à-dire que là, le test ne s'est pas déroulé sur la machine, sur le disque à plateau. Un disque à plateau est incapable d'accéder, enfin d'avoir 2 gigasecondes de lecture. Donc sur les machines Apple portables, par contre, c'est du full SSD maintenant, enfin, et donc les débits sont très très rapides. Ça existe aussi sur PC avec les disques NVMe, évidemment. Donc c'est difficile de parler sans savoir ce que vous allez utiliser, mais bon, il faut absolument privilégier le SSD de nos jours. Les prix ont beaucoup chuté, et il faut absolument privilégier les SSD branchés sur une interface PCI Express, donc les disques NVMe, par opposition aux disques branchés sur l'interface SATA, qui va brider autour de 600 mégasecondes. Donc malheureusement, le full SSD sur iMac, c'est-à-dire vraiment que du SSD et pas une Fusion Drive, c'est une option, évidemment. Chez Apple, tout est en option. Sur l'équivalent chez Dell, par exemple, le tout-en-un Dell, qui est très très bien, d'ailleurs, à l'inspirant, en 27 pouces, qui a aussi une RX 580, qui a aussi 16 Go de RAM, et qui a aussi un i7, donc c'est vraiment la même chose que l'iMac, sauf que vous pouvez changer la RAM, si mes souvenirs sont bons, je vais pas dire de bêtises, et vous avez surtout deux bases, non pas un disque Fusion Drive, c'est-à-dire un mélange de mécanique et de SSD, mais vous avez un vrai SSD PCI Express, donc avec des débits qui sont supérieurs. Donc du coup, pour ceux qui ont des iMac, comment faire pour garder des débits qui sont les meilleurs? En fait, il faut utiliser le disque le moins possible. Je sais, c'est super, c'est vraiment idiot à dire, mais si vous regardez mon ordinateur, donc je vais aller sur tac iMac de Julien, Macintosh HD, on voit ici que lire les informations,
j'utilise très très peu le disque, j'utilise 100 Go. C'est-à-dire, en gros, je me sers que du disque, tout ce qu'il y a dans les applications, bah voilà, c'est là-dedans. Et tout le reste, je l'ai externalisé en fait. C'est-à-dire que tous mes boulots sont sur du SSD externe en USB 3 ou en Thunderbolt 3. Donc déjà, c'est parce que ça me permet d'être mobile pour commencer. Mais surtout, ça m'évite de remplir mon disque et de venir stocker des trucs sur le Fusion Drive et de faire en sorte qu'au bout d'un moment, je vais finir par être sur le mécanique de toute façon. Donc je laisse vraiment un maximum à mon SSD. Autre truc important, le Fusion Drive, toujours, parce qu'Apple est extrêmement chiche, même pas chiche, ils sont carrément radins. Quand vous prenez un Fusion Drive de 1 Tera, en réalité, la portion de SSD est de 28 Go, je crois, ou de 32, un truc absolument ridicule. C'est-à-dire, il y a à peine le système qui pourra tenir. Dès que vous allez installer le Creative Cloud, vous allez baver automatiquement sur le disque mécanique. Et des applications vont se lancer à partir du disque mécanique. Alors qu'ici, moi, clairement, c'est pas le cas. Avec le Fusion Drive 3 Tera, le modèle 3 Tera, vous avez, il me semble, 128 Go de SSD, ce qui est quand même la moindre des choses, quoi. Enfin, je sais pas, mais 128 Go de SSD, quand cette machine est sortie en 2017, ça valait, je sais pas, 80 € ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est Apple, c'est toujours pareil. Vous payez vraiment un prix extrêmement cher pour des trucs qui sont vraiment très répandus et plutôt de base, mais bon, c'est comme ça. Les autres constructeurs, ça dépend des machines. Comme je vous l'ai dit, je crois que chez Dell, on a fait le choix de vous donner un SSD plus petit, mais de vous donner que du SSD, en estimant que le stockage froid, le stockage de quantité, vous allez l'externaliser. Et je pense que c'est la bonne chose en fait, c'est-à-dire que clairement, qui stocke aujourd'hui sur son disque interne 3 Tera de données sur une seule machine? Il vaut mieux avoir un truc très rapide pour le système des applications et brancher un truc séparément pour ses boulots, voire beaucoup de gens ont un NAS, c'est-à-dire un disque dur accessible en réseau qui stocke tous les travaux accessibles et mutualisés pour tout le réseau local, que donner un truc comme ça. Voilà, Fusion Drive, je suis pas tellement fan, mais bon, on peut quand même le rendre très performant. Vous voyez, si on laisse la machine se dépatouiller avec le SSD et qu'on stocke rien en quantité, les débits sont quand même très bons. 600 mégas en lecture, ça suffit pour bosser. 2 gigas en lecture, les applications, quand elles se lancent, c'est la lecture qui compte. Donc moi, quand je lance mes trucs, ça se lance à 2 gigasecondes, quoi. Donc là, je pourrais lancer tout ce qu'il y a dans le dock, ça se lancerait super rapidement, quoi. Donc voilà pour la parenthèse Fusion Drive versus SSD, etc. Donc j'espère que maintenant vous pouvez vous positionner un peu plus. Si vous avez la chance d'avoir monté une tour sur PC et que vous avez plusieurs SSD, vous pouvez du coup désolidariser le disque de travail de Photoshop du disque du système. Alors moi je vais pas le faire ici parce que ça, ici c'est un disque SSD USB 3, mais c'est un disque USB 3, c'est-à-dire en gros maximum 450 mégasecondes. Mais sur ma tour, que vous ne voyez pas parce que j'enregistre pas dessus, mais j'ai plusieurs SSD et j'ai fait un SSD spécial qui est là pour accueillir les disques de travail de mes applications. Donc en gros, After Effects, Premiere, Photoshop enregistrent leur travail temporaire sur ce disque pour libérer le disque du système qui lui est occupé par Windows. Et ça permet du coup, quand vous travaillez sur des très gros documents, de ne pas faire ralentir tout le système parce qu'il y a une application qui bouffe en gros qui est en train d'écrire des fichiers très très lourds et qui y accède en permanence. Donc évidemment sur un iMac ici on peut pas, il y a qu'un disque dur interne, mais si j'avais un autre disque dur très rapide, par exemple en USB 3, vous pouvez mettre en Thunderbolt 3 des boîtiers externes pour brancher des disques NVMe, SSD, ça pourrait être intelligent d'externaliser cette chose-là si vous travaillez sur des très 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 grosses images. Donc ça, pour ceux qui font de la grosse retouche, qui font des gros tirages, des gros PSD de 1 giga ou 2 gigas, donc des tirages pour des galeries par exemple, ça peut être intéressant de faire ça. Si vous faites du design d'interface, clairement ça sert à rien de venir optimiser ça. Vous allez pas, là mon travail courant il ne ralentit pas tout le système non plus, quoi. Donc c'est pour ça que les disques de travail apparaissent. On pourrait le mettre sur un externe, mais franchement c'est pas très intéressant, quoi. Puisque justement là quand j'écris, on a vu que j'écrivais à 600 mégasecondes. Si j'écrivais sur celui-là, sur H, j'écrirais à 450 mégasecondes parce que c'est un disque USB 3. Alors vous avez vu qu'on peut aussi en mettre plusieurs accessoirement et laisser Photoshop se dépatouiller avec les 2 disques ou 3 disques ou X disques automatiquement. Donc voilà pour les performances. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la façon dont Photoshop travaillait. J'ai volontairement pas parlé de la 3D dont l'onglet est accessible ici. Je vais être hyper abrupt
Pourquoi? Parce que en gros, j'enseigne à Artefix depuis de nombreuses années, qui est une école d'effets spéciaux numériques, cinéma numérique et de jeux vidéo. Et donc la 3D qui est faite à Artefix, c'est de la 3D qui peut être de la 3D pour film d'animation, mais aussi de la 3D photoréaliste pour film avec tournage en direct. Donc ça peut être du Blade Runner comme ça peut être Les Mignons, Moi Moche et Méchant. En gros, la vraie 3D, la 3D du cinéma, on la fait pas dans Photoshop, quoi. Je veux dire, tout est fait dans Maya, tout est composité avec Nuke. La suite Adobe est utilisée par les environnements artistes, les textures artistes à la rigueur. Bon, donc pour tout le travail de 2D, mais Photoshop et la 3D, c'est pour moi un non-sens, quoi. Donc si vous voulez mettre une canette de Coca et projeter un design de canette ou faire du packaging ou une boîte de céréales parce que vous bossez dans une agence de pub, ok, là-dessus, ça peut servir, mais le moteur de 3D de Photoshop est une blague et n'est pas utilisé pour d'autres tâches autres que des trucs vraiment très légers, quoi. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt d'en parler pendant des heures parce que je connais pas beaucoup d'artistes 3D qui bossent avec ça. Et même d'ailleurs, dans les agences de pub, on fait appel à des vrais artistes 3D qui travaillent avec des logiciels qui ont des rendus meilleurs que celui de Photoshop. Donc, on va pas déblatérer pendant 2 heures parce qu'à mon avis, ça n'intéresse personne. C'est anecdotique pour moi et ça n'a pas lieu. Déjà, je vois pas ce que ça fout dans Photoshop. Hein, je trouve ça très gadget. C'est amusant tout au plus. J'ai fait 1 ou 2 tutos où on s'amuse. Voilà, on texture une canette de 3D. J'avais fait un tuto où j'avais incrusté une coccinelle sur un arbre. C'est rigolo, mais bon, sans plus, quoi. Voilà, c'est pas vraiment fait pour être utilisé professionnellement. Donc il y aurait des options qui affecteraient les performances dont on pourrait parler, mais bon, voilà, c'est hors sujet pour moi. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez me les poser dans le salon d'entraide de tuto.com ou sur les commentaires sur YouTube. Essayez éventuellement de me contextualiser un petit peu la question, c'est-à-dire ce que vous voulez faire avec votre logiciel et quelle est la machine que vous utilisez. Alors, je suis pas là pour faire le service après-vente d'Adobe. Si vous avez un problème, je peux essayer de vous aider, évidemment, mais n'oubliez pas que vous avez un support chez Adobe qui pourra vous aider si jamais vous avez vraiment des erreurs ou des choses plus sérieuses. Je reçois énormément de questions où je fais beaucoup de services après-vente pour Adobe, mais je ne suis pas payé par Adobe pour ça. Je paye mon abonnement comme tout le monde. Mais bon, voilà, je ne vais pas non plus vous interdire de me poser des questions, mais voilà, essayez de faire la différence entre ça marche pas et je m'adresse à Adobe, ou je veux avoir des conseils pour optimiser, et dans ce cas-là, je m'adresse à Julien et je serai heureux de vous aider. Je vous dis ça parce que, bon, je sais que c'est facile de m'avoir sous la main de me poser la question, mais je reçois beaucoup de questions et c'est très difficile de faire le tri des fois et de répondre à tout le monde, parce qu'en plus j'en reçois de partout, j'en reçois sur Twitter, sur ma page Facebook, j'en reçois sur Tuto, j'en reçois sur YouTube, j'en reçois directement par mail sur mon site, enfin j'en reçois partout, quoi. Voilà, donc désolé, vous m'avez beaucoup entendu parler et il se passait pas grand chose à l'écran, mais c'était plus en gros une sorte de... peut-être c'était plus de la radio finalement qu'un tuto vidéo, mais c'est un sujet qui est assez important parce que si on laisse tout par défaut, ok, ça roule. Mais si vous avez des utilisations très spécifiques, notamment on a vu graphic design versus gros retoucheurs qui travaillent sur des grosses images, franchement ça vaut le coup d'aller optimiser un petit peu. Et si vous êtes en train de réfléchir à acheter une machine, définitivement, j'espère que vous avez vu cette vidéo, hein, a priori si vous êtes arrivé là, mais si vous connaissez des gens qui sont en train de réfléchir à acheter une machine pour utiliser Photoshop, envoyez-leur cette vidéo. Parce qu'il y a vraiment des choix importants à faire. Le choix, c'est toujours celui du roi, hein. Le mieux, c'est plus de RAM, le plus de puissance possible. Mais voilà, il y a des choix à faire, et le premier choix, c'est toujours Mac versus PC, et ensuite, en fonction de son budget, qu'est-ce qu'il faut privilégier. J'ai pas parlé des processeurs, parce que, clairement, plus il y a de corps, mieux c'est. Photoshop n'est pas une utilisation qui utilise énormément le multicore. Il faut évidemment du quad-core minimum, c'est toujours bien. La nouvelle génération de processeurs de bureau va passer de 4 à 6 cœurs. La génération qui était de 2 cœurs sur les ultra portables est passée à 4 cœurs, donc tout ça c'est très bien. La 8e génération en gros de processeurs Intel a vraiment amené un énorme coup de fouet aux applications du Creative Cloud. Donc si vous devez acheter aujourd'hui, quand vous verrez cette vidéo, c'est-à-dire printemps 2018, clairement essayez d'acheter une machine avec une 8e génération de processeurs i5 ou si possible i7. N'achetez pas la 7e, hein, puisque la 8e vient d'arriver, il y a 2 cœurs de plus, que ce soit sur les ultra portables ou sur les portables, ou que ce soit sur les machines de bureau qui vont arriver très bientôt avec 6 cœurs au lieu de 4. Et si vous montez une tour vous-même, à la main, sur PC, posez-vous la question d'un processeur AMD Ryzen, un Ryzen qui est vraiment un excellent rapport qualité-prix, et là aussi, plus il y aura de cœurs, mieux c'est, mais franchement, au-delà de 6 cœurs, Photoshop va pas vraiment les utiliser. Si vous faites du 8 cœurs, 10 cœurs, 12 cœurs, 14 cœurs sur les très haut de gamme Intel, c'est intéressant pour Premiere, pour After Effects, mais pas tellement pour Photoshop qui saura pas trop quoi faire de tous ces corps. Voilà, c'était histoire de finir pour être complet en parlant un tout petit peu des CPU. On peut poursuivre la discussion sur le média de votre choix, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur Photoshop. Merci, salut.